Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Circuit, le podcast de la rédaction d'Atlantico. Cette semaine, nous recevons Jean-Luc Demarty. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Demarty. Bonjour, Jean-Sébastien. Jean-Luc, outre le fait que vous soyez un éminent contributeur d'Atlantico et que nous vous lisons toujours avec grand intérêt, vous avez été directeur général du commerce extérieur à la Commission de Bruxelles jusqu'à 2019, c'est ça ? Fin 2019. Et vous étiez précédemment directeur général de l'agriculture, donc on peut dire que l'Europe, vous connaissez. Certes, j'ai fait 30 ans de ma carrière en Europe et auparavant, j'étais même conseiller au cabinet de Jacques Delors, tant à Paris qu'à Bruxelles. Et le commerce extérieur aussi. Vous avez fait partie de ceux qui ont négocié J'étais le Mercosur, notamment. sur le Mercosur, l'Uruguay Round, le Doha Round qui a échoué, et toutes les grandes négociations commerciales. C'est donc commerciales. à vous que nous devons tout ça. Exactement. Et j'en suis fier. Je le sais, mais nous avons très très souvent des conversations extrêmement intéressantes. Donc aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on a souhaité vous entendre, c'est qu'il y a eu un sommet européen à Bruxelles. Et donc, nous allons parler de ce sommet européen sur la compétitivité, qui avait été précédé par la publication en France d'un rapport aussi sur la compétitivité aussi. Comment sauver l'économie française, comment sauver l'économie européenne, qui lui-même s'inscrivait dans le fil du rapport que Mario Draghi avait fait sur le sujet. Donc nous parlerons de ce sommet européen, de ce rapport, de la Chine, parce que le grand expert en commerce extérieur que vous êtes n'hésite pas à dire que le principal danger qui nous guette, c'est la prédation de la Chine. Et puis, comment faire dans ce monde de guerre commerciale, de tensions grandissantes? Comment est-ce que l'Europe peut s'en sortir sans renoncer à ses principes, mais pas non plus en devenant la dupe de la farce dans ce clash entre les États-Unis et la Chine? Et parce que vous me disiez, pendant qu'on préparait ce podcast, que pour vous, mais on en parlera plus tard, ça pourrait même être la Troisième Guerre mondiale qui nous menace si nous ne savons pas gérer la phase actuelle. Donc, j'espère que vous allez nous écouter jusqu'au bout parce qu'on va monter en puissance. Donc, je le disais, on commence par le sommet européen. Qu'est-ce que vous en retenez de ce sommet européen qui s'est tenu ce jeudi, et notamment des deux visions qui commencent à émerger, avec une vision plus franco-espagnole, une vision plus un nouvel axe entre l'Allemagne et l'Italie? Oui, d'un autre côté, parler de vision aussi bien côté franco-espagnol ou Allemagne-Italie est très exagéré, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chair derrière tout ça en réalité. Et notamment, d'ailleurs, je reconnais là le regard acéré. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs quelle est la soi-disant vision française, mais ça c'est un autre sujet. On emploie des mots, préférence communautaire, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Faire quoi? C'est-à-dire que là, les eurobonds... Oui, les eurobonds, oui. C'est une espèce de fantasme du moment hamiltonien de l'Europe, ce moment où les États-Unis sont devenus fédéraux par une dette commune avec le secrétaire des finances de l'époque, George Hamilton, ou Alexander d'ailleurs, peut-être plutôt. On voit bien que c'est le fantasme... George Washington, Alexander Hamilton. Exactement, on voit bien que c'est un peu le fantasme d'Emmanuel Macron. Oui, enfin, sur les eurobonds, c'est un sujet intéressant. Il faut rappeler que les eurobonds ont déjà été proposés par Delors dans son livre blanc de 1993. On était déjà en 1993 dans une grande crise et Delors avait sorti un livre blanc qui avait marqué et pour la première fois, il n'avait pas été tellement écouté. Il avait déjà proposé les eurobonds. Donc les eurobonds, c'est une bonne idée, mais qui n'a aucune chance d'entrer en application. Est-ce qu'on en a besoin ? Parce qu'il n'y a pas de problème de financement. Non, on n'a pas Aucun État européen n'a de problème pour se financer. Non. Enfin, sauf que la France, vu l'état de ses finances publiques, pourrait en avoir un de ces jours. Mais en l'état, elle n'en a pas. Non, pour l'État, elle n'en a pas. C'est quand même un peu étrange de dire, regardez, c'est pas le sujet. Je suis d'accord que c'est pas l'eurobond. On est le pire élève quasiment budgétaire de la zone euro, et donc on voudrait se garantir. Non, mais on n'est pas crédible. Oui, c'est sûr, on n'est pas crédible. Mais ceci dit, l'Allemagne n'en veut pas. Donc, à supposer que ce soit une bonne idée, et en ce moment, je suis d'accord que c'est pas le sujet. Mais c'est une idée intéressante, je veux dire, notamment pour que l'Union européenne puisse non seulement avoir un budget, mais aussi puisse emprunter. Alors, il y a eu
ce grand projet Renew Europe, qui à mon avis est un grand échec, là, les 750 milliards. Je veux dire, quand on fera le bilan, on verra que tout ça n'a pas servi à grand-chose et qu'il y a beaucoup d'argent qui est parti pour faire les choses qui ne sont pas forcément très, très utiles. Mais comme quoi, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples précis? Non, j'ai pas d'exemple précis pour faire le bilan, mais je veux dire, c'est trop de financement classique, quoi. Je pense des financements type fonds structurels. Enfin, j'attends de voir, mais je suis pas sûr que ça a changé beaucoup la compétitivité. Enfin, c'est surtout l'Espagne et l'Italie, mais on n'a pas encore d'analyse complète là-dessus. C'est trop tôt. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs un problème? On dit souvent, on l'entend à tout bout de champ d'ailleurs dans le champ politique français, que l'Europe serait libérale, très libérale, néolibérale, ultralibérale. Est-ce qu'à l'inverse, on n'a pas un problème d'une Europe qui est quand même assez bureaucratique dans ses gènes? Ça, on est d'accord. Et le rapport Draghi, d'ailleurs, ignorait totalement la nécessité d'un marché de capitaux, d'un marché de financement privé, parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Si on veut des champions, il faut qu'il y ait de l'argent privé qui les finance. Bien sûr, mais là, on est en train un peu de partir un peu dans tous les sens. Donc, mais ça faisait partie du sommet. Oui, d'accord. C'est partie du sommet. Précisément, ça n'en faisait pas partie. Donc, en réalité, je ferme la porte sur les eurobonds. Donc, c'est une bonne idée qui n'a aucune chance de voir le jour tant que dans la situation actuelle, à la fois parce que l'Allemagne n'en veut pas et aussi parce que la France n'est pas crédible. Mais je suis d'accord qu'on n'en a pas besoin. Mais c'est quelque chose qui pourrait être utile le moment venu. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est ressorti de ce sommet? Est-ce que la compétitivité, si elle nous écoute, non, mais ce sommet elle peut se dire, tiens, on va faire quelque chose pour moi. Non, mais ce sommet n'est pas inintéressant. Le problème, comme toujours, c'est de voir si les intentions se traduisent en actes. Comme toujours, en politique, c'est ça la question. Je veux dire, parce que finalement, fixer des grands objectifs en politique, c'est pas si compliqué. La question, c'est la plus difficile, c'est quel est le sentier qu'on peut utiliser concrètement pour atteindre ces objectifs. Et donc, de ce point de vue, c'est pas encore très clair. Alors, si on fait un peu le bilan de ce sommet, il y avait cinq silos. Le premier, c'est la surréglementation. Et donc là, donc la Commission vante ses projets omnibus. Il y en a 10 qui sont des projets de simplification d'un certain nombre de réglementations européennes. Elles s'en gargarisent. Moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu. Je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est plutôt trop peu, trop tard pour le moment. Et ça marche, écrire des textes pour simplifier les textes d'avant? Non, mais ou est-ce qu'il ne faut pas juste renoncer à des pans entiers? Non, mais il y a des pans entiers qu'il faudra. Je suis d'accord. C'est là, c'est ce qui manque. Moi, je suis plutôt pour la dérégulation. Je veux dire, d'ailleurs, Merz n'hésite pas à utiliser le terme dérégulation. Moi, je n'ai pas peur du terme dérégulation. Prenons par exemple le truc le plus emblématique. C'est un exemple monstrueux de la bureaucratie verte, les directives CSRD et CS3D. Bon, elles sont simplifiées. On a éliminé un certain nombre de choses. Et la plus horrible, c'est la directive CS3D. On a éliminé les parties les plus monstrueuses. Qui portaient sur quoi? Notamment tout le monde n'a pas en tête. Non, mais dans le CS3D, c'est notamment imposer aux entreprises européennes l'article 22, le pire, inventé par Pascal Canfin, donc le fossoyeur de l'industrie de l'agriculture européenne. Conseiller d'Emmanuel Macron. Conseiller d'Emmanuel Macron, disons. Le conseiller agricole d'Emmanuel Macron est un proche de Canfin, donc on comprend dans quel état est l'agriculture française quand on sait cela. Et en fait, Canfin avait rajouté, ce n'est pas dans la proposition initiale de la Commission, un article 22 qui, en réalité, aboutissait à obliger chaque entreprise à avoir un plan d'action annuel qui reproduisait de manière contraignante les différentes étapes de la décarbonation, donc du Green Deal, donc moins 55% en 2030, moins 90% en 2040 et net zéro en 2050. Et donc les entreprises devaient reproduire cela de manière contraignante, sous peine de sanctions qui pouvaient atteindre jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, n'importe quoi. Et deux, bien entendu, avec la possibilité pour les ONG environnementales, les tierces parties, les amis de Canfin, d'attaquer en justice aux civils les entreprises qui ne respecteraient pas ça. Donc c'était un truc... Oui, parce que d'ailleurs, c'est un point dont on ne parle pas souvent, mais petit incident sur le fait qu'un certain nombre d'ONG soient fondées à attaquer en justice justement pour quand des entreprises ou des acteurs divers contreviennent aux réglementations sur l'environnement et que ça leur rapporte bien souvent beaucoup d'argent. Alors, en fait,
Donc, sur cette question de la directive CS3D, il aurait fallu. Donc, cet article 22 a quasiment disparu, il n'y a plus grand-chose dedans. La possibilité pour les ONG environnementales d'aller en justice n'existe plus au niveau européen, mais ça reste au niveau national. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas sûr que ce soit terrible. En fait, il aurait fallu abroger cette directive CS3D. C'est ce qui était d'ailleurs la position de Macron, qui était un grand enthousiaste de cette directive CS3D, il faut le rappeler. Vous êtes très Elon Musk, finalement. Oui. Et donc, non, pas du tout, mais non, mais je plaisante bien sûr, mais je viens dans l'intention de dire, ou Javier Milei, si vous préférez. Oui, je préfère. D'une certaine manière, il faut y aller à la tronçonneuse et pas. Bien sûr. Mais il faut réfléchir. Je veux dire, moi, je ne suis pas contre la régulation. Et on a besoin de régulation, mais il faut que c'est des régulations proportionnées et raisonnables. Et c'est certain qu'au niveau européen, on a empilé de la régulation depuis quelques années. Et vous qui justement monstrueuse, mais je dirais notamment sous von der Leyen. Avant, c'était. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais c'était moins avant. Mais c'est la question que je voulais vous poser. Vous qui avez passé, vous le disiez, 30 ans de votre carrière à Bruxelles, est-ce que vous identifiez le moment où ça a basculé, où on est passé d'une Europe qui légifère, et c'est normal pour assurer un environnement stable finalement, et ça fait partie de la prospérité, on le sait, dans le développement des économies occidentales, il y a eu le fait d'avoir un environnement juridique stable. Mais à quel moment on a basculé dans le too much? Je pense qu'essentiellement, c'est avec le Green Deal. Et avec qui? C'est avec le Green Deal, essentiellement avec von der Leyen. Ça a commencé un peu avant, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand marché, le marché intérieur, donc, qui est la grande idée de Jacques Delors, qui a été un grand succès, mais qui maintenant plafonne. Et qui n'a jamais été achevé. Non, il n'est pas achevé. Les gens ne savent pas. Non, mais il n'est pas achevé du tout. Il y a toujours des tas de droits sur les flux intra-européens. Non, sur les services, en particulier sur les services, mais même sur les biens, il y a encore des obstacles. Et donc, en réalité, je dirais que le grand chambardement, et je pense que ça a été favorisé aussi par la parenthèse du Covid, ça a été le fameux Green Deal, qui a été le projet phare de von der Leyen, qui lui a permis d'être élu très laborieusement dans son premier mandat. Et donc, je veux dire, et l'erreur fondamentale, c'est d'avoir laissé ce Green Deal mis en place par Timmermans et son chef de cabinet, je veux dire, très dangereux. Frans Timmermans, qui était le commissaire le premier vice-président exécutif, donc qui a failli même être président de la Commission européenne, ça s'est joué à un cheveu, et c'est von der Leyen qui finalement a le job. Et avec un chef de commissaire à l'agriculture. Non, il voilà, pas l'environnement. Non, il couvrait tout un tas de sujets. Donc il n'était pas responsable de l'agriculture, mais il supervisait tout ça. Et donc, c'est lui qui a fait tout ce truc, y compris... Et son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet, donc à Bruxelles, on dit chef de cabinet, mais c'est l'équivalent de directeur de cabinet en France, qui était un ancien dirigeant de Greenpeace. Et le conseiller, disons, climat, environnement et aussi agriculture d'Ursula von der Leyen, un type très brillant qui s'appelle Kurt Vandenberg, qui est le directeur général du climat, qui est un type brillant, mais qui est un fanatique. Donc, ils ont monté, donc Ursula von der Leyen a sous-traité tout ça à ces gens-là, qui ont sorti ce paquet Green Deal. Mais par calcul politique ou par aveuglement? C'est-à-dire, c'était son projet phare qui lui avait permis de passer à une dizaine de voix près son investiture en 2019. C'était très, très serré. Et avec ça, elle a eu les verts, etc. Parce que c'était très compliqué pour elle à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était son projet phare, elle l'a sous-traité. Le problème d'Ursula von der Leyen, c'est que c'est la première fois qu'on a un président ou une présidente de la Commission européenne avec une culture économique aussi faible. Donc un président de la Commission européenne type Delors, ou même des gens moins bons, mais avec une certaine culture économique, n'aura jamais laissé passer ce Green Deal tel qu'il a été proposé. Et donc, pour moi, le grand mystère, c'est comment... Après, il n'y a pas que Ursula von der Leyen, il y a quand même le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement des 27. Pour moi, le plus grand mystère n'est pas celui-là. Le plus grand mystère n'est pas celui-là. Bon, la Commission a sorti ce projet sans aucune évaluation ex ante, ce qui est anormal, enfin, étude d'impact, alors que normalement c'est obligatoire, ce qui est absolument hallucinant. Et pour la première fois sur la partie agricole, ce n'est pas la Direction générale de l'agriculture et le commissaire à l'agriculture qui a fait la proposition, c'est les trois personnes que j'ai citées. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'entrisme? C'est clair qu'il y a une forme d'entrisme des ONG environnementales dans toutes les administrations nationales. Une forme d'entrisme peut-être un peu décroissant aussi. Décroissantiste, bien sûr, ces gens-là sont aussi des décroissantistes. Et donc, en réalité, ce qui s'est passé, le plus grand mystère pour moi n'est pas que cette proposition soit sortie. Bon, on voit bien pourquoi elle est sortie, j'explique, mais c'est comment les gouvernements ont pu adopter ce paquet que moi je juge dément, à la fois par sa bureaucratie et à la fois par les objectifs.
Et si on raisonne sur la France, comment expliquez-vous Emmanuel Macron s'est pas fait élire sur un programme décroissant ou décroissantiste. Mais comment expliquez-vous que la France s'est finalement acceptée ou soit tombée dans le piège? Mais parce que Macron était en fait aussi travers. Hein, donc, de ce point de vue-là, avec Hulot, bon, qui est parti assez rapidement, mais Macron était entouré aussi de gens très influencés par les ONG environnementales. Hein. Donc, par exemple, sur la politique agricole, il a continué la politique agricole lamentable de Hollande-Le Foll, qui avait commencé un peu sous Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement. Comment ils appelaient ça, l'agroécologie? Oui, l'agroécologie. Et donc il a continué de plus belle. Hein. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Chez Macron, il y a ce côté disons, politique de l'offre, mais qui est largement sous-évalué, parce qu'après 18 mois, ça s'est arrêté. Hein. Donc après, on a fait pisser les dépenses publiques. Hein. Après les Gilets jaunes, à partir des Gilets jaunes, on fait pisser les dépenses publiques, c'est tout. Et donc, en réalité, pour moi, le grand mystère, c'est comment les chefs d'État, enfin pas les ministres d'abord, et les chefs d'État et de gouvernement ont pu adopter ce paquet d'aimants. Pour moi, c'est le plus grand mystère. Le Parlement européen est parfois un peu déconnant. Ce qui est étonnant, c'est que cette dimension-là, elle a fait partie de la dernière campagne des Européennes, oui, mais pas non plus de manière... Beaucoup. Non, pas beaucoup. Parce qu'on voit des manifestations nationales. Un peu chez François-Xavier Bellamy, avec lequel je suis en désaccord fondamental sur les accords de libre-échange et le Mercosur, mais je suis en gros... Vous êtes pour, il est contre? Et en gros, et sur le reste, ce qu'il dit était assez juste. Hein, donc, avec ce Green Deal, on a mis en péril le 2035 sur l'automobile, le net zéro en 2050, le tout voiture électrique, qui d'ailleurs ne change pas, hein, parce que les légères flexibilités qui ont été ajoutées, là, c'est totalement pipeau. Hein, donc, est-ce que de toute façon, ce n'est pas trop tard pour l'industrie automobile? Non, parce qu'en réalité... Européenne. Non, c'est jamais trop tard. Mais en réalité, c'est sûr qu'il y a deux aspects. Les Chinois nous avaient pris de vitesse, et donc l'industrie européenne a sa responsabilité en n'ayant pas vu la montée de la voiture électrique. Mais je veux dire, la responsabilité des institutions européennes par sa surréglementation et cet objectif d'aimant du net zéro en 2050 et tout sur la voiture électrique a aggravé considérablement la situation. Et quelle est la part d'autonomie, de volonté politique européenne, justement? Quelle est l'influence de Mme von der Leyen ou de la Commission relativement à celle du Conseil? Parce que moi, j'ai l'impression quand même, dans un certain nombre de cas, on l'a vu encore dans ce sommet-là, ça reste les gouvernements nationaux. Bruxelles n'est jamais que le miroir de ce que veulent les chefs d'État et de gouvernement des principaux pays de l'Union. Oui et non, parce que moi, ce que j'ai connu avec Delors impulsait quand même. Delors venait avec des idées, et la grande force de Delors, c'était il avait un objectif, mais il avait aussi disons, les instruments pour réaliser ces objectifs et le sentier par lesquels les atteindre. Oui, ça, c'était la grande force de Delors. L'acte unique est l'exemple parfait, mais il y a eu d'autres cas après, derrière. Et donc en réalité, c'est la grande force de Delors. Bon, de ce point de vue, Ursula von der Leyen fait ce qu'elle peut, mais vu sa peu de maîtrise des questions économiques, c'est assez compliqué pour elle. Mais pour moi, encore une fois, je ne comprends pas comment... La question, Jacques Delors, j'entends bien, a pu avoir un rôle moteur dans une phase historique assez différente. Qui était plus facile, il faut reconnaître. Mais parce qu'il avait l'accord de la France, de l'Allemagne... En gros, de Kohl et Mitterrand. C'était le triangle Delors, Kohl, Mitterrand. Moi, ma question, elle portait sur quelque chose d'un peu différent. Quel est ce qui est strictement d'origine européenne et qu'est-ce qui n'est finalement, qui passe à la moulinette de la Commission, mais qui n'est que la remontée de ce que voulait Paris, Berlin, Rome, Amsterdam? En réalité, je veux dire, le Green Deal, c'est un truc qui a été créé par Ursula von der Leyen pour passer, je veux dire, son investiture dans son premier mandat, ce qui était très, très serré. Et elle a fini par y croire. Parce que c'est quand même Emmanuel Macron qui a poussé la candidature de Bien sûr. C'est lui qui est allé chercher Ursula von der Leyen. Les Allemands n'en voulaient pas. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Racontez-nous. En réalité, théoriquement, Michel Barnier était bien placé pour avoir le job. Emmanuel Macron, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, il ne voulait pas la BCE pour un Français et une Française. Contrairement à ce qu'on pense. Hein. Je vous dis ça parce que je connais les choses de l'intérieur. Peu de gens le savent. Contrairement à ce que pensent les initiés. Voilà, c'est ça. Je pense que beaucoup de gens n'en pensent rien. D'accord. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, quand Macron a poussé Barnier, qui était PPE, il fallait un PPE, c'est normal, et qui d'ailleurs a le soutien du PPE à l'époque,
Merkel a dit pas question d'un Français. Et donc c'est là où Pourquoi d'ailleurs? parce que je veux dire parce que ça lui plaisait pas, quoi. Je veux dire, elle n'avait pas envie de Barnier, elle n'avait pas envie. Je veux dire, c'est très clair. Bon, elle n'était pas très francophile, hein, Merkel. Donc c'était la France. Je veux dire, avait trop de J'imagine poids. qu'elle c'est pas purement le caractère français, pas français. Qu'est-ce qu'elle associait aux Français? C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'elle voyait mais ce qui est pas comme complètement réalité politique non, mais ce qui chez n'est les pas Français? complètement infondé, disons, du côté allemand chez les Français, c'est ce qui est toujours critiqué à juste titre, c'est le protectionnisme français. Ça, effectivement, les Allemands n'avalent pas. Les Allemands ont d'autres défauts. Celui de, c'est, je dirais, le mercantilisme, exactement. Le mercantilisme qui est effréné. Et donc, moi, je suis plutôt en faveur d'un libre-échange raisonnable, mais je ne suis pas mercantiliste. Et là, il y a un problème aussi de ce côté-là. Et donc, c'est ça qui faisait peur. C'était le protectionnisme. Elle pensait que Michel Barnier aurait... mais protectionnisme dans quel sens? Michel Barnier était pas, je veux dire, était un peu protectionniste quand même. Hein, donc, protectionniste sur le commerce international? Oui, sur le commerce international. Et puis, je veux dire, il avait été commissaire. Il avait été commissaire au marché intérieur. Il n'avait pas montré un enthousiasme débordant pour faire approfondir le marché intérieur, hein, donc, et notamment sur les services. Hein. Donc là, il y avait une suspicion très exagérée, mais qui ne correspondait pas à la vision allemande. Mais ceci dit, Macron est quand même allé chercher Ursula von der Leyen une fois qu'il a compris qu'il n'y aurait pas de Français. Il a dit à Merkel, au lieu de dire mais pourquoi, etc., il a lâché. Et il a dit, oui, à ce moment-là, OK, je propose Ursula von der Leyen. Mais si on revient et là, et à ce moment-là, et les Allemands étaient très contents de s'en débarrasser, parce qu'elle n'était pas considérée comme une bonne ministre. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Mais ce qui en dit long sur la manière dont on considère l'Europe aussi, peut-être. Parce que s'en débarrasser, c'est relatif. Oui, bien sûr. Oui, c'est relatif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que jamais les chefs d'État et de gouvernement ne renommeront à la Commission européenne quelqu'un de la dimension de Delors. Delors a été arrivé, il a été sous-estimé. Et donc, c'est par surprise, d'une certaine manière, que Delors est arrivé, puisque à l'époque, Mitterrand... Mais est-ce qu'il pourrait nommer Emmanuel Macron? Aucune chance. Parce qu'on voit bien que le président de la République française, lui, ça fait partie un peu de ses objectifs pour rebondir après... Je pense qu'il est complètement grillé. Il est grillé en France, mais il est grillé en Europe aussi. Pour quelle raison? La manière dont il a géré la politique française. Je pense que la dissolution de juillet de 2024, pour tout politicien normal, c'est le grand n'importe quoi. Mais pour ça, surtout qu'il risque d'apparaître comme l'homme qui en réalité était censé protéger contre l'arrivée du RN au pouvoir et qui risque d'avoir favorisé la possible arrivée du RN au pouvoir en 2027. Mais si on regarde son bilan plus strictement européen, indépendamment de son bilan politique domestique, est-ce que le discours de la Sorbonne, est-ce que la manière qu'il a eu de gérer les relations avec les autres États européens, est-ce que son rôle peut-être aussi dans la guerre en Ukraine, comment les autres Européens regardent la France à l'heure actuelle? Je pense que la France ou Emmanuel Macron. Je pense que la France reste un grand pays, mais je pense disons, l'état de son économie et de ses finances publiques affaiblissent son influence considérablement. Et donc, de ce point de vue-là, Macron a pu faire son discours de la Sorbonne 2017 qui était intéressant, celui de 2024 beaucoup moins. Et donc, en réalité, et c'est vrai que Merkel, dans son mercantilisme et dans son aversion au risque, n'a pas saisi ce qui pouvait être intéressant là-dedans. Mais en réalité, Macron est toujours dans les grandes déclarations, mais sur le plan, je dirais, de l'avancée en termes concrets, franchement... c'est pas deux mots. Oui, il y a beaucoup de mots, ce qui est très français. Hein, donc, on est bien dans les idées générales, beaucoup moins dans l'application concrète. Donc, on a compris ce sommet européen. Vous pensez que la compétitivité ne va pas en ressortir fondamentalement sauvée? Non, c'est-à-dire, il y a des idées intéressantes. Donc, je suis moins négatif que ce que vous cherchez je ne cherche rien du tout. À me faire dire. Je cherche à comprendre. Non, je pense que, si vous voulez, l'intéressant là-dedans, c'est... l'élément mis sur la surréglementation, mais de manière insuffisante. Et d'ailleurs, le point, pour moi, clé, c'est qu'on ne met pas en cause le net zéro en 2050, le Green Deal, la voiture électrique en 2035. Ça, c'est vraiment le test. Et on glisse surtout sur la surréglementation au niveau des États, qui est une réalité,
Et l'accent est surtout mis là-dessus. Et la Commission dit, nous, on a fait ce qu'il fallait, ce qui n'est pas suffisant, même si ça va dans le bon sens. Et donc là, il y a un progrès sérieux. Après, le deuxième sujet, c'est le marché unique, où là, je dirais, il y a quelques progrès avec le fameux 28e régime, hein, qui serait la possibilité pour les entreprises de s'enregistrer pour toute l'Europe en un clic. Et ça, c'était mis sur la table par Mario Draghi, qui est un sujet très important et qui est poussé, mais là. Et puis, l'union du marché des capitaux, où on dit maintenant qu'on appelle plutôt l'union de l'épargne et des investissements. Oui, Ursula von der Leyen a dit donc, qu'il comme vous n'y disiez avait tout à l'heure, pas d'unanimité. sur le financement. Elle était prête à avancer Alors, avec 9 c'est États. ça. Et donc, ça, seulement. le message très important, là, c'est prête à avancer par des coopérations renforcées, ce qui permet à certains éléments, il en faut au moins 9, de se mettre ensemble pour, s'il y a des... Enfin, ça doit être beaucoup plus que ça, mais s'il y a des récalcitrants, un modèle, je ne sais pas quoi, Orban ou je ne sais pas quoi, contre tout cela. Mais est-ce qu'être ensemble, est-ce qu'il suffit de l'union pour faire la force, ou est-ce qu'il n'y a pas une part d'illusion là encore, dans la mesure où on est allergique au risque en Europe, dans la mesure où le principe de précaution, parce que je veux dire, on peut avoir tous les marchés de capitaux du monde, mais les capitaux ne vont pas aller s'investir dans des secteurs qui sont ultra réglementés, en sachant qu'on ne peut pas construire ou que c'est difficile de construire des usines en Europe, en sachant que les réglementations fiscales, sociales, environnementales, et vous le disiez, elles continuent à peser très largement sur les entreprises. Il ne suffit pas de se mettre ensemble pour mettre des capitaux ensemble. Encore faut-il que les capitaux puissent être dirigés vers des acteurs économiques et les coups des franches. Bien sûr. Ça suppose qu'on favorise le risque. Donc ça va. Mais est-ce qu'on favorise le risque en Europe ? Pour favoriser le risque, il faut le rémunérer. On le pénalise. On le pénalise en Europe. Il faut le rémunérer. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne rémunère pas suffisamment le risque. Le coût de l'échec, notamment. Bien sûr, le coût de l'échec en Europe, quand vous créez une entreprise. C'est un coût énorme. Donc, alors qu'en Californie, il y a une réallocation des ressources et financières humaines beaucoup plus rapide. Il y a le rapport d'Olivier Coste. Les startups se cassent la gueule. Le rapport d'Olivier Coste. Le lendemain, il y en a une nouvelle. D'Olivier Coste, l'ingénieur en corps des mines, polytechnicien comme moi, mais plus jeune, qui démontre que le coût de l'échec en Europe est même chose. D'ailleurs, Allemagne et France, c'est même un peu plus élevé en Allemagne. Donc, le licenciement d'ingénieurs, etc. Mais l'Allemagne a encore moins d'entreprises innovantes, quasiment aucune start-up en Allemagne. Exactement. Aucun secteur de la tech. Oui, tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, la France est meilleure. La France a un potentiel, mais qui est saccagé par l'environnement, disons, économique général et des finances publiques. Mais en réalité, je suis d'accord avec vous, c'est pas seulement la mutualisation est un aspect important. Après, je veux dire, et ça éviterait... Oui, je ne conteste pas l'intérêt de la mutualisation. Mais c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Je suis d'accord. Après, il faut voir comment on peut diriger cette épargne vers le risque. Et donc là, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Je veux dire, je n'ai pas de réponse absolue, mais c'est sûr que ce qui compte, c'est de faire. Ce n'est pas seulement d'avoir des déclarations d'intention. Sur le sommet, si on devait le résumer par, je sais pas, une note sur 10, par exemple. Je dirais entre 6 et 7 sur 10, oui. Je vous ai connu plus sévère. Oui, mais je veux dire, je considère que, disons, les points saillants sont sur la table. Donc, les intentions sont là. Est-ce que les intentions vont se traduire ? Alors, effectivement, pour moi, le grand moins, c'est que mes chevaux de bataille, c'est qu'on ne met pas en cause le Green Deal. Mais est-ce que ça n'est pas un piège, justement, parfois ? Parce que quand on n'a que les intentions, on se donne l'illusion qu'on est allé dans un sens politique. Regardez comme Emmanuel Macron. C'est vrai. Je me souviens avoir eu cette conversation-là avec les libéraux à l'époque qui pensaient Emmanuel Macron, quand même, c'est intéressant, sa politique de l'offre. Et je leur disais, vous verrez, ça sera double peine parce que d'un, vous n'aurez pas une politique libérale et de deux, on vous reprochera que ça n'a pas marché. On vous dira, on l'a essayé, donc on va essayer autre chose après. Et c'est pour ça que parfois, c'est un piège d'avoir que les intentions et aucune lucidité sur les conditions d'exécution. Oui, c'est juste. D'ailleurs, Macron n'est pas un libéral, Macron est un étatiste. Donc on met 5,5, 6 si vous voulez, mais je veux dire, disons 6, si vous voulez, disons 6, mais je veux donner plus que la moyenne parce qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. Par exemple, on voit émerger la notion de champion européen avec modification des droits de la concurrence. Ça, c'est quand même un sujet important. On voit émerger dans le secteur des télécoms, ce qui était dans le rapport de l'État, la possibilité de concentration. La notion de champion européen, c'est intéressant. C'est nouveau. Parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que la politique de concurrence de l'Europe, qui est pourtant une des grandes réussites européennes, avait empêché l'émergence de champions. Mais est-ce que c'est
réellement la politique de concurrence ou est-ce que c'est tout ce qu'on disait, cette espèce d'environnement macroéconomique Je dirais pas que je dirais que c'est fondamentalement les deux. favorable à la Non, croissance? c'est les deux. Puis il y a aussi la volonté de chaque État membre de protéger ses propres entreprises, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là hein, au niveau politique. Donc, je veux dire, la politique de concurrence européenne, je peux pas dire qu'elle a été la principale raison qu'il n'y a pas eu suffisamment de champions européens. C'est sûr que sur le numérique, on est très en retard. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été en mesure de faire émerger des champions sur le numérique parce qu'on n'a pas été en mesure non plus d'avoir un vrai marché unique. Je veux dire, en réalité, Oui. sur le numérique, où ça ne va pas le marché unique, c'est les services. Je trouvais ça important parce que quand même, Mais- ça n'est pas la politique de concurrence qui a empêché Non, mais en l'émergence même de temps, champions. reconnaître spécifiquement la notion de champion européen, ça n'avait jamais été fait quand même si au niveau de la politique de concurrence. Et on prévoit de modifier la politique de concurrence dans ce sens. Bon, la concentration dans le secteur des télécoms, par exemple, à mon avis, c'est pas quelque chose que spontanément la politique de concurrence européenne favoriserait, parce que dans les marchés en cause, sur les questions de concentration, ou d'abus de position dominante, ça reste mesuré au niveau national. Donc ça, c'est un des problèmes, je veux dire, de l'examen de tout cela. Donc dire c'est la politique européenne qui a empêché de faire émerger des champions européens, c'est exagéré, mais il y a une part de réalité. C'est une part de réalité minoritaire, mais cette reconnaissance, pour moi, c'est une reconnaissance intéressante. Bon, après, il y a aussi un sujet sur le marché de l'énergie où là, je suis beaucoup plus sceptique. Où on dit ils mettent l'accent sur les interconnexions, etc., ce qui est juste. Mais ce n'est pas le seul sujet. D'ailleurs, la France est très réactive à cet égard. Alors, il y a un sujet stabilité du réseau électrique français que, je veux dire, pour faire écrouler le réseau électrique français par des interconnexions avec l'Espagne, c'est pas forcément un objectif. Macron a eu un échange très relevé par la presse espagnole, d'ailleurs, puisque le gouvernement espagnol ayant nié l'impact des énergies renouvelables sur c'est faux. El Gran Apagón, comme ils disent, la grande panne électrique l'an passé. Et là, ils disent, Emmanuel Macron, lui, il dit que si, c'était bien ça la cause. Évidemment que c'est ça. Et donc, bien sûr, tout va être fait par les gens qui sont les fanats des énergies renouvelables pour le nier. Ça, c'est un droit classique. Mais ceci dit, le manque d'interconnexion est quand même un sujet. C'est quand même un sujet. La question, c'est comment avoir des... Le problème, c'est que les Allemands ont renoncé à l'énergie nucléaire et d'autres aussi. Donc, c'est aussi ça un des problèmes. Tout en reconnaissant maintenant que c'était une erreur. Bien sûr, Merz reconnaît que c'est une erreur, mais il n'est pas capable. Et le ministre belge, le Premier ministre belge aussi. Oui, bien sûr. Si on en vient à quelque chose pour lequel peut-être, si j'en crois ce que vous me disiez dans nos échanges précédents, vous auriez une note plus sévère qu'un 6 sur 10, le rapport du Haut Commissariat général au plan. Je voudrais terminer quand même, parce que dans le sommet... Vous êtes très indiscipliné. Non, mais vous étiez comme ça à Bruxelles? Vous étiez comme ça avec le président de la Commission? Parfaitement. J'étais son directeur général préféré. Donc, il me passait beaucoup de choses. Et donc, en réalité, il y a un dernier point qui est l'accent mis sur... les nouveaux accords de libre-échange. Parce que quand on est, je veux dire, le marché américain se ferme pas complètement, mais c'est plus difficile d'y avoir accès, plus la prédation chinoise. Mais ça, on va en parler. Oui, d'accord, mais je veux dire, cet axe, on va en parler plus tard, mais cet axe-là est dans le sommet, il est réaffirmé par... justement, vous nous en parlerez on en parlerait plus tard. Mais je veux dire, il y fait partie des 5 points, et donc je juge ça positif à la différence... de beaucoup d'observateurs français sur ce point-là. Qui ne connaissent rien. Bon. Le rapport du Haut Commissariat général au plan, justement, sur comment sauver la compétitivité de l'économie française et permettre la renaissance d'une industrie. Alors, ce rapport du commissariat au plan, d'abord, il est exclusivement sur la Chine. Oui, mais parce que c'est quand même le principal... Non, mais on est d'accord. Mais je veux clarifier que c'est la Chine. Concurrent macroéconomique. Mais je suis d'accord que le sujet majeur pour nous, c'est la prédation chinoise. Et donc, en réalité, ce que montre ce rapport, et la partie analytique du rapport est très bonne. L'économiste Thomas Grechbin, qui est plutôt bon, fils d'André Grechbin, qui était lui-même économiste et enseignant à Sciences Po. Il travaille actuellement au CEPI. Bon, c'est un économiste que je connais, que j'ai côtoyé, qui est plutôt... Qui écrit parfois sur Atlantico. Oui, qui est de bonne... Ça m'avait échappé, mais qui est de bonne qualité. Donc, le diagnostic est juste. D'ailleurs, il ne fait que corroborer un autre diagnostic qui avait été fait par Rexecode, dans un excellent rapport, à mon avis un peu meilleur, qui avait montré, Cécile Collin, qui avait montré que, disons, la Chine avait un avantage coût de 30 à 40%.
Et donc une Donc, sous-évaluation. Alors, il y a de la sa sous-évaluation monnaie. du renminbi, mais c'est pas seulement ça. Hein. Ils sont beaucoup plus compétitifs. Donc, et ils sont devenus très très bons sur les technologies. Donc le problème, c'est le leadership technologique chinois qu'on n'a pas vu venir. On le voit sur l'automobile électrique, mais il y a plein d'autres domaines. Ils sont en train de tuer la machine-outil allemande. Et donc en réalité, je veux dire, la sous-évaluation du renminbi n'est qu'un sujet. Disons qu'il y a un sujet micro en Chine, il y a un sujet subvention, et il y a un sujet macro. Donc ça fait confirmer la principale originalité de la partie analytique du rapport du plan, c'est de montrer que ça atteint, de différencier selon les pays et que ça atteint le cœur de l'industrie allemande. Ça, c'est effectivement nouveau. Donc l'industrie allemande a le risque d'être balayée, encore plus que la France. La France a moins d'industrie, mais... Et donc là, c'est un sujet majeur. Alors par contre, comme souvent, la partie proposition est absolument lamentable. J'ai même honte. Je retrouve le Jean-Luc Demartine. J'ai même honte pour le commissariat général au plan. Parce que, en gros, que dit Clément Beaune? Et ça, c'est attribuable à Clément Beaune, pas à Thomas Grechwin, je pense. Donc, Clément Beaune dit il faut appliquer 30% de droits de douane spécifiques à la Chine, sur tous les biens. Et il dit il faut dévaluer le franc français par rapport au renminbi. Je ne sais pas très bien comment on va faire, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je veux mettre l'accent sur l'affaire. Le franc français Pardon, l'euro, excusez-moi. Ah oui. L'euro. J'étais un peu dans Là, mon effectivement, monde je vois ancien. pas comment on allait faire. Non, ça revient au même, puisque... Enfin, la monnaie que nous utilisons. L'euro. Excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais donc, enfin, on avait compris. Oui, on avait compris que j'avais légèrement dérapé. Mais donc, en réalité, il nous dit, et ça, c'est faisable en respectant les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une clause de sauvegarde. Alors, c'est le grand n'importe quoi. Parce qu'une clause de sauvegarde, c'est spécifique à certains produits, on ne peut pas l'appliquer sur tout. Et deux... Dites-nous ce que c'est une clause de sauvegarde. Une clause de sauvegarde, disons, vous avez trois mesures de défense commerciale. Vous avez l'anti-dumping, l'anti-subvention et les clauses de sauvegarde. Les clauses de sauvegarde sont plus difficiles à déclencher. Les clauses de sauvegarde sont destinées à répondre à un risque important dans un secteur donné, une menace très forte dans un secteur donné pour un pays donné ou pour l'Union européenne qui est membre de l'OMC en tant qu'Union européenne. Et c'est ce qu'on a fait avec l'acier. L'acier, il y a 6 ans, on a mis une clause de sauvegarde de l'acier qui a protégé l'acier européen, qui en même temps est détruit par le Green Deal, mais ça c'est un autre sujet. Enfin, c'est le même, et cette clause de sauvegarde s'achève au bout de 6 ans. C'est pour ça qu'on doit trouver autre chose pour l'acier, et c'est en route de reconsolider les droits de douane à l'OMC sur l'acier, de les augmenter en gros. Hein. Donc, et on doit payer pour ça, mais bon, ça peut se faire dans des conditions qui peuvent être éventuellement pas trop coûteuses. Et donc, en réalité, dire qu'on peut appliquer une clause de sauvegarde, je dirais, sous forme d'un droit spécifique qui s'applique à tous les biens, et qui en plus uniquement à la Chine, parce que la clause de sauvegarde, elle s'applique à tous les pays, par définition. Alors, vous pouvez avoir des contingents tarifaires, etc., des différenciations selon le pays, mais ça s'applique à tous les pays, parce que par définition, vous êtes menacé sur un produit, et donc vous ne devez pas différencier sur... Donc, ce que propose Beaune, c'est de faire du Trump. C'est-à-dire des tarifs à la tête du client, plus de clauses de la nation la plus favorisée. Donc, ça veut dire on sort de l'OMC, de facto. Alors, il fait ça sans le dire. Alors, sortir de l'OMC, qu'est-ce que ça veut dire? L'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce. J'avais déjà dit que c'était ça, mais on peut répéter. Donc, en réalité, il propose de sortir de facto, comme les États-Unis, l'Organisation mondiale du commerce. Et alors, il est de bon ton de dire en France, mais chacun sait que l'Organisation mondiale du commerce est morte. C'est faux. L'Organisation mondiale du commerce est quasi morte en tant qu'instance de négociation, mais ce qu'on a oublié, c'est que le règlement des différends, c'est-à-dire le respect, ce qui est l'originalité de l'OMC, des règles avec un système qui a des dents, qui permet de sanctionner les mauvaises pratiques, existe toujours. Les États-Unis l'avaient mis à bas en empêchant l'organe d'appel de fonctionner et son renouvellement. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils échappent à toute sanction puisqu'ils sont condamnés en première instance, ils vont en appel dans le vide et donc il ne se passe rien. Et on a mis en place, nous, Union européenne, un organe d'appel alternatif. Ça a été lancé une de mes dernières initiatives en tant que directeur général du commerce extérieur en 2019, qui fonctionne plus ou moins comme l'organe d'appel classique, où sont les 60 plus grands acteurs commerciaux
de l'OMC, sauf bien sûr les États-Unis et l'Inde, qui est toujours un spoiler et qui n'aime pas, je vais dire, être soumis à des contraintes. Mais tout le reste, tous les autres sont dedans, y compris la Chine. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un système qui permet de contrôler le fonctionnement. Concrètement, les propositions de Clément Beaune équivaudraient à mettre à bas ce système qui fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai un exemple, parce qu'on va me dire, ah ouais, mais est-ce que ça marche? Oui, on vient de gagner un très gros cas contre la Chine sur les brevets, un très gros cas systémique, en appel en juillet dernier, personne n'en a parlé, alors que c'est majeur, sur une question systémique sur les brevets, comme je le dis. On l'a gagné en appel. On avait perdu en première instance, on l'a gagné en appel. Est-ce que les Chinois respectent les décisions d'appel? Oui, les Chinois, normalement, respectent. C'est en mise en œuvre. Après, il faut regarder s'ils mettent en œuvre. Ça veut dire quoi, normalement? Non, mais normalement, ça veut dire... Usuellement, oui. Non, mais je veux dire, normalement, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas faire le maximum, ils vont pas faire le maximum, il faut essayer de faire le minimum. Mais tout ça fait l'objet... Je ne vais pas rentrer dans les procédures techniques, mais il y a des procédures, après, pour suivre si c'est mis en œuvre ou pas, etc. Et après, si ce n'est pas mis en œuvre sérieusement, il y a des systèmes de sanctions. Mais pour comprendre votre vision, parce que... Et donc, en réalité... Oui. Non, mais j'entends, et je trouve ça très intéressant, justement. Mais parce que d'un côté, vous nous dites qu'il y a la prédation de la Chine. Oui. De l'autre côté, il y a l'espèce de Far West que souhaite Donald Trump en matière de commerce international. Et donc, comment on fait, nous, les Européens, pour survivre dans ce monde-là en n'étant pas naïfs et en n'étant pas non plus en train d'exposer nos industries, nos entreprises? Je suis d'accord que c'est une vraie question, d'ailleurs. Comment expliquer qu'on est sous prédation chinoise alors qu'on a des règles multilatérales? Parce que les règles multilatérales, c'est ce qu'on a raté avec l'adhésion de la Chine. Le problème n'est pas l'adhésion de la Chine de 2001, c'est qu'on n'a pas renforcé les règles de l'OMC, notamment sur les subventions, au moment où sur des économies qui ne sont pas des économies de marché, la Chine n'est pas une vraie économie de marché, on n'a pas renforcé assez les règles de l'OMC. On a fait trop de mercantilisme en 2001. Les Américains les premiers, mais nous on a vu notre intérêt d'accès au marché. On a regardé que l'accès au marché. Voilà, on s'est dit que la Chine allait être un marché. On n'a pas vu que nous on l'était pour elle. C'est-à-dire que la Chine allait à la fois être un marché et l'usine du monde pour pas cher. On allait lui vendre des TGV, des centrales, des Mercedes. C'est ça. Et en réalité, ils ont piqué notre technologie. En réalité, on leur a donné même pratiquement gratuitement. Donc en fait, à quel moment ça a basculé? À quel moment ça a vrillé? Parce que c'est très intéressant. Je pense que c'est au cœur du malaise des. Non, mais d'abord, je voudrais finir sur le truc de Clément Beaune. Donc en réalité, ces 30%, c'est une violation grossière des règles de l'OMC. Ça veut dire, on sort de facto de l'OMC, donc à ce moment-là, si l'Union européenne n'est plus dans l'OMC, c'est fini, quoi, les Chinois. Donc ça veut dire à ce moment-là que qu'est-ce qui va se passer? On est complètement le Far West. Je veux dire, c'est la loi de la jungle. Et nous, on est écrasés, puisqu'on est un soft power, on est écrasés entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine, bien sûr, à supposer que les 30% soient une bonne idée, ce qui n'est pas le cas, parce que ce n'est pas ça qui va nous réindustrialiser. On sait bien que les tarifs ne réindustrialisent pas. Ça aurait même de gros inconvénients économiques, ces 30% across the board. Il faut se protéger, mais pas comme ça. Et donc, ce qui se passerait, c'est que la Chine prendrait tout de suite des rétorsions monstrueuses, plus embargo sur les terres rares, donc l'industrie automobile était cuite avec ça, elle était déjà pas seulement l'industrie automobile. Non, mais il y a d'autres industries aussi. Tous les composants électroniques. Bien sûr, tous les composants électroniques, mais on n'a pas énormément d'industrie électronique. Non, mais on en achète. Oui, on en achète, mais je veux dire, mais sur l'automobile, qui en utilise beaucoup aujourd'hui, c'est un problème, ce serait un problème très sérieux. Il y a d'autres industries, bien entendu. Enfin, je ne suis pas un hyper spécialiste de la question. Et il nous matraquerait avec d'autres choses aussi. Donc, et pour moi, ça veut dire, c'est la loi de la jungle, et c'est les prémices de la Troisième Guerre mondiale. Si on ne fait pas des tarifs, comment on se protège? Alors, c'est la question, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la Chine? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de la Chine? C'est ce que je vous pose, bien sûr. Je confirme. Non, mais c'est la vraie question. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, idéalement? C'est un peu désespérant, parce que si vous êtes en train de nous dire que c'est trop tard pour réagir. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que, en réalité, on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire parce que Trump déconne. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est bâtir une grande alliance entre les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et tous les autres pour forcer les Chinois à modifier leur modèle économique déséquilibré. Il y a aussi des subventions, mais il y a aussi leur déséquilibre monstrueux sur le plan macroéconomique. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que justement, ce déséquilibre-là... Ils peuvent le faire. Non, mais juste pour aller au bout. Ce déséquilibre-là, on voit bien que c'est un modèle qui est totalement construit sur l'investissement. C'est quasiment l'inverse de la France. Bien sûr. Tout sur l'investissement. Et l'export. Et l'export. Peu de marché intérieur. Peu sur la consommation intérieure. Et un excès. Mais est-ce qu'on peut rééquilibrer un modèle sans changer de modèle politique, sans donner plus de liberté aux citoyens? Ça, c'est un des problèmes, bien sûr, en Chine. Mais ceci dit, oui, mais ceci dit, il y a eu une période. Il y a eu une période avant 2019 où ils ont commencé à rééquilibrer un peu sur le commerce, sur la consommation intérieure. Alors, il y a aussi
la question de la surépargne, qui est quasiment spoliée par l'État, hein, en Chine. Et le fait que les Chinois n'aient pas de protection sociale parce que Xi Jinping considère que c'est une incitation à la paresse, c'est pour ça aussi que les Chinois... On devrait lui présenter Sandrine Rousseau. C'est ça, c'est pour ça que, je veux dire, en réalité, les Chinois aussi ont une surépargne. Ce n'est pas la seule raison, parce qu'elle est aussi accaparée par l'État. Et donc, oui, ils ont un vrai problème de vieillissement démographique. Bien sûr, c'est un vrai sujet pour eux, et ils vont rencontrer de gros problèmes. Mais après 2019, après la sortie du Covid, et de leurs mesures débiles sur le Covid, je veux dire, ils sont repartis de plus belle, tout sur l'export. Et donc disons, le début d'assainissement qui avait été opéré, il faut savoir que Wen Jintao, qui était... le premier ministre chinois, Su Jintao, je ne sais plus quel était son nom. Moi non plus, je pense que personne... Mais c'est pas grave. Enfin, pas personne, mais lui avait dit en 2011 que le modèle chinois de l'époque était insoutenable. Donc, il y avait une conscience en Chine. Et en réalité, Xi Jinping n'en a rien à faire. D'ailleurs, Xi Jinping n'en a pas grand-chose à faire de l'économie en tant que telle. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Donc, on aurait dû se mettre d'accord pour forcer les Chinois à changer leur modèle, et aussi pour imposer de nouvelles règles à l'OMC qui recapturaient. Non, mais ça, j'entends. On est aujourd'hui. Avec Trump, on ne peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, je vais prendre les choses une par une. Je ne dis pas que c'est simple. On se met à boire pour oublier. D'abord, il faudra avoir une grande négociation avec les Chinois, mais il faut créer du rapport de force pour ça. Donc, le premier point, c'est on sous-estime notre capacité de renforcer et d'utiliser les règles de protection européenne, d'anti-dumping, d'anti-subvention, de clauses de sauvegarde. On sous-estime la possibilité d'utiliser ces règles de manière conforme à l'OMC. Bon, on l'a fait sur la voiture électrique. N'oublions pas que sur la voiture électrique, on applique des tarifs compris entre 17 et 30%. Mais d'une manière qui aurait été... Ça n'empêche d'ailleurs pas le secteur automobile chinois de continuer à gagner des parts de marché. Oui, bien sûr. Parce que leurs produits sont très au-dessus. Oui, c'est ça. Et parce que c'est 30%, c'est à peu près le gap, le gap de coût. Donc ça ne bloque pas. C'est là où je ne comprends pas pourquoi vous pensez que l'idée de Clément Beaune sur les 30% vis-à-vis de la Chine spécifiquement... Parce que ça veut dire qu'on sort de l'OMC. Donc ça veut dire... Moi, je pense qu'il faut rester dans un système d'Organisation mondiale du commerce, non, mais ça, j'ai compris. Avec le reste du monde. Donc, alors avec la Chine, il faudra se poser la question à un moment donné si on ne doit pas le faire sans les États-Unis et la Chine. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune réindustrialisation en Europe. Non, Au contraire, on continue à détruire de l'industrie. On est d'accord. Comment faisons-nous mais je reviens. D'abord, la réindustrialisation, ça passe par d'autres choses que les tarifs. On ne va jamais réindustrialiser avec les tarifs. Il faut une politique active de subvention ou d'aide fiscale ciblée, incitation à la recherche, le développement, l'innovation, etc. C'est comme ça avec une vraie stratégie. Mais pour ça, avoir de l'argent. La France n'en a plus. Donc déjà, puisqu'on met tout sur les retraites et la protection sociale. Donc on a déjà un léger problème. Donc la protection n'est pas le seul sujet, parce qu'une protection qui ne s'est pas accompagnée d'une politique positive en interne, je veux dire, c'est zéro. Alors, je veux dire, ce que je dis pas qu'il ne faut pas se protéger. Je dis que ce que propose Clément Beaune, c'est criminel, que ça nous met complètement... Et il ment parce qu'il dit que c'est compatible avec l'OMC. Alors après, donc, on peut faire davantage. On a des instruments anti-coercition, anti-contournement, etc., subventions extérieures qu'on pourrait utiliser davantage. Enfin, la coercition, on n'a jamais réussi à l'utiliser parce que, par exemple, ce que font les Chinois en nous appliquant en rétorsion sur l'automobile des droits anti-dumping sur le cognac, le porc et le produit laitier, ça ressemble beaucoup à de la coercition. Hein. Donc on aurait très bien pu, en théorie, agiter... Est-ce qu'on n'est pas dans ce que Thucydide, non, disait, le faible doit subir ce que sa faiblesse lui impose. Ben oui, d'accord, mais on a choisi d'être... Non, mais je ne le dis pas de manière résignée. Non, mais on a choisi d'être faible. Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans ce... Bien sûr, on a choisi d'être faible. Avec Trump, on a choisi d'être faible. On a choisi de ne pas appliquer le règlement anti-coercition. On a choisi de ne pas réagir à ce... Alors, qui est le on Parce que la France... la France ne suggère rien du tout. Ça, c'est pipeau. Ça, c'est ce que prétend Macron. Mais tout le monde était d'accord pour demander... Macron, il est quand même le président de la République. Mais d'accord, mais je veux dire, c'est tout le monde, je veux dire, en Europe, Merz, Mélanie, mais aussi Macron, ont demandé à von der Leyen de négocier, et elle était d'accord avec ça parce qu'elle ne voulait pas non plus de rétorsion, de négocier avec Trump sur les bases de Trump. Et on a eu le résultat à Turnberry, qui est un accord
je veux dire, mauvais. Enfin, il n'est pas absolument catastrophique. C'est un des moins mauvais des accords bilatéraux conclus, mais enfin, il viole quand même plutôt aussi. Là aussi, faut se creuser la tête en présentation pour dire qu'on ne viole pas les règles de l'OMC. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc là, je veux dire, on peut davantage utiliser nos instruments, mais il faut aussi développer d'autres instruments, mais qui sont compatibles avec les règles de l'OMC. Et moi, j'ai deux idées. Je ne dis pas que ça va tout régler, parce qu'il faut une négociation avec la Chine aussi. Et tant que la Chine ne change pas son modèle économique, ne l'infléchit pas, je veux dire, ça va rester très difficile. Un des sujets, c'est de faire aux Chinois ce qu'ils ont fait pendant 20 ans jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, enfin jusqu'en 2019 en gros, c'est-à-dire leur imposer des joint ventures pour leurs investissements en Europe, où ils sont minoritaires, avec transfert de technologies obligatoires sur toutes les technologies qui sont meilleures que nous. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas l'impression que ce soit sur la table. Et donc, ce qui est sur la table, et le débat, c'est un débat entre la France et l'Allemagne, c'est l'idée du contenu local, d'imposer du contnu local. Ça, c'est poussé. C'est poussé de dire que l'industrie automobile, par exemple, est obligée. European. Oui, je reviens, ça c'est aussi les marchés publics. Mais ce qu'on parle de Buy European Act, c'est plutôt pour les marchés publics. Mais là, c'est d'imposer, par exemple, aux constructeurs automobiles d'acheter, je dirais, des produits, des sous-traitants européens. Et donc ça, c'est contraire aussi aux règles de l'OMC. Mais indépendamment du fait que ce soit... Alors c'est un sujet, hein, les sous-traitants, c'est un sujet indépendamment du fait que ce soit contraire ou pas aux règles de l'OMC, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Parce que regardez, on le voit pour Mistral. Mistral anticipe 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'ai l'impression. Sauf que peut-on devenir un vrai champion quand vous avez des clients captifs? En gros, quand même, ce qui rend bon de manière générale dans la compétition économique, c'est quand vous êtes précisément obligé de jouer la compétition, bien sûr. Vous êtes une économie semi-administrée. C'est sûr, non, mais ça c'est aussi un des sujets. Mais ceci dit, moi je suis pour la concurrence. Moi j'entends votre première idée, je la trouve plus intéressante que celle de forcer à acheter local. Non, mais je suis contre forcer à acheter local. Pour être clair, c'est contraire aux règles de l'OMC, c'est pas le sujet. Et donc, il y a un vrai problème avec les pas parce que c'est contraire aux règles de l'OMC, mais c'est contraire au bon sens économique. C'est aussi contraire au bon sens économique, comme les 30%. Mais le fait que ce soit contraire à l'OMC, ça pèse quand même. Donc, parce qu'on sera, ça veut dire qu'on sera, les Chinois vont nous traîner. L'OMC, on perdra, on devra payer. Enfin, et votre deuxième idée? Et donc la deuxième idée, c'est de sortir les Chinois de nos marchés publics. On n'a aucun engagement vis-à-vis des Chinois sur les marchés publics. On fait ce qu'on veut. Et la même chose d'ailleurs sur l'investissement, c'est pas à l'OMC. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Et la troisième idée. Et pourquoi on le fait pas alors? On le fait pas parce que pendant longtemps. Je veux dire, il y avait une volonté d'acheter le moins cher. C'est le mercantilisme allemand, quoi, en gros. Donc, on achète chinois moins cher. Et puis, les Allemands avaient l'illusion aussi qu'ils ont été longtemps... Oui, mais c'est européen, on ne peut pas le faire en France tout seul. C'est-à-dire, c'est des règles européennes. Alors, il y a eu un progrès. Ça a mis 10 ans à être adopté. C'est un projet qui a été soumis par la Commission européenne au début de mon mandat de directeur général du commerce extérieur, qui est l'instrument dit international sur les marchés publics, qui nous permet, lorsqu'un pays est moins ouvert que nous sur les marchés publics, de réciproquer en fermant nos marchés publics de manière proportionnée à ce qu'ils font. Mais ça, c'était une proposition de Barnier et de Gucht sous le deuxième mandat de Barroso, et qui a mis 10 ans à être adopté. Alors, c'est un progrès, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a une volonté, effectivement, il y a une volonté longtemps, parce que les Chinois sont moins coûteux, etc., plus compétitifs. Par exemple, il y a un grand pont en Croatie qui est construit avec des fonds européens par les Chinois. C'est un scandale. Et donc là, on n'a aucune contrainte vis-à-vis d'eux. Portuaires aussi. Oui, bien sûr. Donc, on n'a aucune obligation vis-à-vis d'eux là-dessus, et on peut très bien les sortir. Je veux dire, sans sortir le reste du monde. Et donc je ne dis pas que ça va régler les problèmes, mais c'est 14% du PIB, les marchés publics. Donc là, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes. Et puis pour moi, le troisième élément... Ah, vous rajoutez comme ça des idées? Non, mais le troisième idée, je l'ai déjà évoqué, c'est extrêmement simple. Je ne suis pas contre la décarbonation. Mais, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on fasse le net zéro en 2050 quand les Chinois font le net zéro en 2060. Ils ne sont même pas encore sur la bonne trajectoire. Ils sont peut-être sur le point d'atteindre leur pic. Ils émettent... Si, pour la première fois, j'ai vu les statistiques ce matin, justement. Je crois qu'ils pour la première fois, ils ont diminué, me semble-t-il, de 0,3% leur consommation, leurs émissions carbone. C'est ça, ils atteignent leur pic un peu plus tôt que prévu. Mais ceci dit,
Depuis, nous, on a baissé de 40%. Eux, ils émettent 30% des émissions de gaz à effet de serre, nous 6% en Europe. Hein. Et il faut rappeler qu'ils Et ont on a émis- baissé de et 40% qu'ils depuis ont- 90. Hein, Et donc, il faut rappeler que les Chinois ont, en cumulé, émis maintenant plus C'est que ça. tout l'Occident depuis les débuts de De- l'ère industrielle. pas tout l'Occident, que l'Union européenne, depuis 1850. Et donc, effectivement, là, tous les ONG environnementales nient ça. Quand je mets ça dans mes commentaires sur LinkedIn, je me fais insulter. On dit, ah ben les Chinois font beaucoup plus, regardez la voiture électrique. Évidemment, ils sont plus avancés que nous sur la voiture électrique, mais c'est pas... Après, tout c'est dépend qu'un- de comment c'est ils qu'un des produisent leur, sujets. Non, ils produisent leur bah, électricité. bien sûr, exactement, exactement. Et donc, bon, ils ont fait des progrès, ils font beaucoup de nucléaire, ils construisent beaucoup de nucléaire, ils font beaucoup de renouvelables maintenant aussi, mais vu leurs besoins, ils continuent de faire beaucoup de carboné. Et donc, en réalité, les Chinois font des choses, je ne le nie pas, mais moi, ma ligne, c'est, je ne vois pas comment on peut s'opposer à cet argument. Pourquoi est-ce on irait plus vite que les Chinois? Pourquoi on devrait... J'imagine qu'on peut vous viser répondre sur le terrain de 2060. l'environnement ou du défi climatique lui-même. Mais on n'a aucun effet sur le climat avec 6% des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr qu'on doit travailler sur le changement climatique, sur l'adaptation. Mais je veux dire, par exemple, vouloir imposer... Est-ce qu'on est en train de faire de l'étalage de vertu? Est-ce que c'est pas en quelque sûr. sorte avec un Occident qui se sent coupable de beaucoup de choses dans son histoire, un peu les nouvelles pénitences, les nouvelles Oui. indulgences? Oui, pardon. c'est un peu ça. C'est-à-dire, à l'origine, le plan, c'était, oui, on sait qu'on est très ambitieux, mais on va donner l'exemple au reste du monde, et le reste du monde va nous suivre. Oh, franchement, Le reste grotesque. du monde nous a peu suivis. Enfin, non, ils ont même rigolé. Donc c'est ridicule. Bon, il y a des pays développés. En gros, les pays développés font plus ou moins comme nous, dans l'ensemble. Hein, mais le reste, bon, les Chinois font des choses, mais on a vu, c'est beaucoup plus lent. Et le reste des pays en voie de développement, c'est zéro. Donc il suffit de regarder la courbe. Nous, je veux dire, en 2050, quand on regarde la courbe vers 2050, on voit que les Chinois baissent, mais pas assez. Et le reste du monde des pays en voie de développement continue, c'est une droite. Hein. Donc, il n'y a pas la moindre réflexion sur les émissions. Donc, Oui, mais de la même manière que non. la consommation d'énergie fossile reste obstinément scotchée à 80% bien sûr. du total de notre consommation. Et en plus non, je crois que c'est 60% pour nous, mais bon. Non, mais je parle au niveau mondial. Au niveau mondial. Mais ceci dit, par exemple, ce qui est complètement ridicule, pour équilibrer, même si on fait de l'énergie renouvelable, on a besoin de gaz pour équilibrer les réseaux. C'est pas avec en modulant les centrales nucléaires qui les fragilisent qu'il faut faire ça. Donc là ça, aussi, c'est un autre sujet, la PPE, effectivement, mais on ne va pas y rentrer maintenant. On a entendu votre analyse des défis, on a entendu vos propositions que je trouve très intéressantes. Si on en vient maintenant, non pas au Yaka Faucon en quelque sorte, mais aux prédictions. Si vous deviez faire des prédictions pour qu'est-ce qui nous attend si on est lucide, parce qu'il y a le mercantilisme allemand, parce qu'il y a l'incurie budgétaire française, parce que Donald Trump est président des États-Unis, parce que le modèle chinois ne peut pas se rééquilibrer vraisemblablement sans changement politique en Chine qui n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Bon, bref, quand on prend tous ces ingrédients-là, si on essaye d'être lucide, et moi j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, vous l'avez commencé à l'évoquer et j'en parlais plus tôt, vous nous disiez, nous sommes peut-être aux prémices de la Troisième Guerre mondiale à cause justement de ces déséquilibres dans la concurrence internationale. Tout à fait. C'est quoi le scénario qui nous attend vraiment? C'est quoi peut-être le pourcentage de risque? Je pense que le risque, si effectivement on sort de toute règle multilatérale, je pense que le risque est très très grand. Il ne faut pas oublier que la dimension commerciale dans la Deuxième Guerre mondiale est importante. Hein. Je veux dire, la guerre États-Unis-Japon, c'est les embargos américains contre le Japon. Hein. Et la dimension en Europe de la politique protectionniste menée à partir des années 30, et notamment en réponse aux fameux tarifs. Mauvaise réponse à la crise de 1929. C'est ça, le tarif, comment s'appelle-t-il, smooth au lait. D'ailleurs, c'est ce que fait Trump. Trump est en train de faire le tarif smooth au lait. Et donc, on a vu où ça a amené. Donc il y a aussi une dimension commerciale. Et donc, effectivement, ceci dit, du côté de l'Allemagne, je pense que, comme son industrie est gravement menacée, il y a encore l'illusion de l'industrie allemande que le marché chinois est encore bon pour eux. En réalité, c'est en train de se dégrader à vitesse colossale. Je veux dire, ils sont en train de perdre sur la machine-outil. Ils ont longtemps été à l'équilibre, voire même excédentaires, il y a plus de 10 ans avec la Chine en matière commerciale. Et là, cette année, en 2025, 90 milliards d'euros de déficit avec la Chine. Nous, on est à 50, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est monstrueux.
Et donc, donc ils sont en train de réagir, ils vont réagir. Et donc, ils vont être obligés de. Mais comment vont-ils réagir? Parce que pour en avoir parlé avec des gens qui travaillent avec les fameux industriels allemands, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est les Allemands, ils se disent on va devenir chinois. C'est-à-dire qu'il y a des groupes allemands qui sont en train de se dire il faut que de toute façon, nous ayons des entités présentes en Chine parce que à l'arrivée, toute une partie de notre business, il ne sera plus en Europe, on n'est plus un marché. Et c'est ça, effectivement, le risque. Mais c'est comme ça que pensent un certain nombre de dirigeants allemands qui se moquent éperdument des intérêts européens. Tout à fait. L'industrie allemande une partie de l'industrie allemande, en tout cas, raisonne comme ça. L'automobile allemande continue de raisonner comme ça. Pas seulement l'industrie. Mais il y a aussi probablement la machine-outil. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est un tsunami. Donc, les positions de l'industrie allemande en Chine, je veux dire, et ils vont pas, c'est pas en étant présents en Chine qu'ils vont préserver leur position, parce que les Chinois, c'est pas une économie de marché. Ils feront en sorte que, je veux dire, ils réglementeront de telle sorte que, je veux dire, en plus ils sont pas suffisamment compétitifs non plus. Ils feront en sorte que ils ne puissent pas avoir des parts de marché suffisantes. Donc je crois que c'est complètement futile cette approche. Oui, mais il y a sans doute une part de naïveté, mais c'est vrai que les Allemands ont pêché par arrogance en se disant les Italiens, les Français sont sur du moyen de gamme, ils se sont taillés des croupières par les Chinois, mais c'est leur problème. Nous, on a 50 ans d'avance et qui sait où on sera le monde dans 50 ans. Sauf que ça n'a pas été 50 ans, ça a duré 15 ans. Mais ça a été une erreur, par exemple, sur la voiture, c'est une erreur colossale. Par exemple, l'Europe était très bonne sur le moteur thermique. On allait vers les 2 litres. Et en termes sur le cycle de production, une voiture thermique à 2 litres, c'est pas très différent. Une chute vertigineuse de la consommation des véhicules. Et c'est pas très différent de la voiture électrique en termes sur le cycle, parce que la voiture électrique a des aspects coûteux. Et donc là, on a complètement raté le truc. Donc on a tué cet aspect-là. Donc sinon, ils ont arrêté. Et donc, si on en revient à ma question sur le pronostic, le scénario, qu'est-ce qui nous attend? Dans quelles étapes? Qu'est-ce qui est le plus vraisemblable à vos yeux? Et comment échapper à ça? Comment écarter le risque? Je pense qu'il faut qu'on a le début d'une prise de conscience en Europe, mais ça reste lent. Donc, c'est pour ça que je suis plus positif que vous sur le sommet, parce qu'il y a quand même un début de prise de conscience. Après, il y a des désaccords sur les modalités, et en réalité, moi, je suis pas sur la ligne de l'industrie allemande, mais sur la ligne, disons, la ligne de Merz-Meloni, je ne suis pas en désaccord fondamental. Oui, la dérégulation, l'intérêt de la pas seulement la dérégulation, mais il y a d'autres choses aussi. Simplification, dérégulation. Là, il y a disons, pro-business, il y a tout ça, il y a des choses. Nous, on est très en retard là-dessus. On vient avec nos eurobonds, on l'a vu, ce n'est pas le sujet. Donc en réalité, la question va être à quelle vitesse on s'ajuste. Or, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, parce que c'est vraiment un tsunami qui arrive. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un scénario peut-être un peu moins pessimiste? Donald Trump, déjà, a ralenti la voilure parce qu'il voit bien que même son électorat ne suit pas. Les études économiques sont sorties, on en a parlé sur Atlanticum, vous-même avez écrit sur le sujet, me semble-t-il, les tarifs ont été absorbés, les tarifs Trump ont été absorbés à plus de 90% par le consommateur. Toutes les études montrent que c'est de l'ordre de 95. Oui, de l'ordre de plus de 90% par le consommateur américain. Rien ne dit qu'il gagne les midterms. Est-ce qu'on peut se projeter malgré tout dans un scénario, peut-être aussi à l'occasion de la prochaine élection présidentielle française, de gens un peu plus conscients? Oui, mais pas aux États-Unis avant le changement de président. Donc Trump sera empêché parce qu'il va probablement perdre la Chambre des représentants, donc ça va être très compliqué pour lui. Ça va dépendre aussi des jugements de la Cour, de la Cour suprême. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas être condamné. Sur la manière d'utiliser les pouvoirs d'urgence, ça ne va pas changer beaucoup en réalité, contrairement à ce qu'on pense, mais ça va être probablement une perte pour lui. Visiblement, la Cour suprême hésite, mais je ne vois pas très bien comment la Cour suprême peut considérer qu'on peut utiliser des pouvoirs d'urgence qui sont temporaires pour changer complètement les tarifs douaniers de manière permanente, alors que c'est normalement une compétence du Congrès. Donc, franchement, la question va être, je veux dire, est-ce que ça va être rétroactif? Est-ce que jusqu'à quel point la Cour suprême va empêcher cauchemar pour les entreprises si c'est rétroactif. Oui. Et donc
Non, parce que si c'est rétroactif, ça veut dire qu'ils devront rembourser les droits qui ont été payés. C'est plutôt un cauchemar pour les États-Unis. J'ai bien compris. Oui, mais quand même pour tous les acteurs Oui, économiques, bien parce que sûr, les transactions ont déjà été c'est faites, compliqué. les C'est sûr, c'est comptes ont compliqué. déjà été... Mais ça ne règle rien parce qu'il a d'autres instruments qui sont plus difficiles à utiliser, sur lesquels il peut appliquer aussi sécurité nationale, le section 301, enfin, il y a tout un tas d'instruments où il peut faire des choses. Et donc, en réalité, c'est les élections de 2028 aux États-Unis. Bon, en France, 2027, c'est important aussi, mais il n'y a pas que la France. Il y aura aussi les élections, il y aura aussi les élections allemandes. Et donc, je pense que c'est là où, si on a une administration plus coopérative aux États-Unis, même si on ne va pas revenir au monde d'avant, et je ne crois pas non plus au grand retour des États-Unis à l'OMC, mais disons, faire pression sur la Chine pour qu'elle change son modèle, je pense qu'on peut faire des choses. D'ailleurs, même sous Trump 1, on avait commencé à faire des choses ensemble. Est-ce qu'on peut s'appuyer d'ailleurs sur la nouvelle première, enfin pas nouvelle, mais qui vient d'être réélue haut la main, première ministre japonaise? Parce que les Japonais sont très demandeurs d'alliance avec l'Europe et ont l'impression d'ailleurs que l'Europe les ignore. Oui, d'ailleurs, je suis d'accord. Moi, j'aime bien les Japonais. On a fait un très bon accord de libre-échange avec eux qui marche très bien. Simplement, le problème des Japonais, c'est qu'ils sont quand même très près des Chinois et ils hésitent beaucoup, toujours, même en étant. Elle va être plus agressive que les autres Oui, premiers. ça fait dire sur une ligne de fermeté. Oui, c'est ça. Elle va aller sur la ligne AB, qui était, à mon avis, une bonne ligne. Mais par contre, vis-à-vis des États-Unis, c'est toujours on se couche, donc, parce qu'ils ont besoin des États-Unis. Et donc là, vous n'avez pas de défense nationale, enfin peu de défense nationale. C'est compliqué pour eux. Alors s'ils développent leur défense, etc., ils vont probablement, elle va réussir à changer la Constitution. Enfin, il faut attendre, puisqu'elle a la majorité de 2 tiers. Donc c'est un moment important. Je suis complètement d'accord, mais il faut travailler, il faut qu'on ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on coopère avec l'Asie, et pas seulement l'Asie, il y a le Canada, ce qu'on appelle le CTPP, c'est ce qui reste du TPP, dont les Américains sont sortis après Trump, donc qui était un accord commercial, en gros, entre les principaux pays d'Asie, sans la Chine, donc c'était un instrument anti-chinois, sans la Chine et sans l'Inde, parce que bien sûr c'est avec l'Inde, mais disons tous les pays d'Asie du Sud-Est étaient dedans, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Vous avez même le Royaume-Uni dedans. Mais nous, on ne peut pas parce que sur le plan, disons, des réglementations, c'est une autre logique. Ce n'est pas une question de surréglementation ou pas, mais ils ont une autre logique réglementaire que nous. Mais il faut qu'on coopère avec le CTPP et voir si on peut développer une espèce d'OMC alternative. Ça, c'était un scénario sans la Chine et les États-Unis. Mais évidemment, ça présente des inconvénients. Ce que je crains, c'est que si on va dans ce sens, il faut regarder ce qu'on peut faire. C'est que le jour où on se retournera, on n'aura personne derrière nous parce que tous ces pays vont être très hésitants à antagoniser les États-Unis et la Chine. C'est peut-être d'autant plus hésitant que même quand on négocie pendant 25 ans un traité, on finit par avoir des doutes. On n'a jamais négocié un traité. Si, on n'a jamais négocié pendant 25 ans un traité. Le Mercosur. Non, on ne l'a pas négocié pendant 25 ans. On l'a négocié pendant 5 ans. Le cycle de négociation, c'est. On l'a négocié, je suis désolé, on l'a négocié pendant 5 ans. Ça, c'est une légende. C'est une légende, c'est la légende macroniste, l'accord du passé négocié pendant 25 ans. Mais moi, je ne dis pas que c'est un accord du passé. Je vous dis juste que du point de vue de nos partenaires, ils peuvent avoir l'impression que c'est très lent dans les négociations avec l'Europe et qu'à l'arrivée, ça ne sert à rien d'y passer autant de temps. C'est pas faux, mais c'est vrai qu'une négociation commerciale, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et 5 ans, c'est relativement normal. Mais moi, je faisais pas d'appréciation sur est-il légitime que ça dure aussi longtemps ou pas. Je vous disais juste, pour rebondir sur ce que vous disiez, on n'aura personne derrière nous quand on se retournera, qu'en plus, les partenaires qui pourraient être des partenaires de l'Europe, comme les pays du Mercosur, ils ont un peu l'impression que même après avoir beaucoup négocié, ou intensément négocié, si vous préférez, plutôt que longtemps, on leur claque la porte au nez. Oui, d'ailleurs, si le Mercosur n'est pas ratifié à la fin, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que la crédibilité de l'Europe sera absolument mise en cause. C'est-à-dire l'Europe apparaîtra comme ne pas être capable de ratifier un accord qui lui est outrageusement favorable. Donc on n'est pas conscient, mais on gagne 0,2 à 0,4% du PIB. Ça, je pense que ça vaudrait un podcast en entier. Donc vous reviendrez, mon cher Jean-Luc Demarty. Merci beaucoup, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais je trouve ça très intéressant parce que vous éclairez très bien ces enjeux-là de commerce international et l'articulation entre les réalités politiques et les risques géopolitiques. Donc merci et à bientôt. Merci, à une prochaine fois.